Bonjour et bienvenue à Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. Le principe est simple, un dialogue honnête, sans bullshit, sans social washing et sans référence au dernier fantasme d'Elon Musk. Vous verrez, ça fait du bien. Le but de ces rencontres est aussi compliqué qu'indispensable, réfléchir aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets pour faire advenir un futur plus souhaitable. Chaque émission est donc consacrée à une thématique majeure de notre présent et de notre futur. Nous avons déjà parlé de jeunesse et d'engagement, d'éthique. Nous parlerons également d'Europe, de santé et de tant d'autres sujets cruciaux. À l'initiative de ce rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Purasanta, qui partagera sa vision du numérique. Bonjour, monsieur Purasanta. Bonjour. Et à chaque fois, un ou une experte du sujet que nous traiterons évidemment sans tabou. Et ce matin, nous allons aborder un thème matriciel, celui à l'aune duquel nous devrions réévaluer tous nos comportements, transformer tous nos modèles et mesurer tous nos engagements. Nous allons parler d'environnement. Avec un préambule. Nous n'allons pas débattre de la réalité de la crise climatique et de ses origines humaines. Parce que si vous êtes encore climato-sceptique après 30 ans de travaux du GIEC et la multiplication manifeste des graves catastrophes météorologiques, nous ne pouvons plus rien pour vous. Voilà, c'est trop tard, je ne peux plus rien pour vous. Je me contenterai de vous rappeler que la connerie n'est pas une opinion, que vous n'êtes pas obligé de regarder cette émission et que d'ailleurs, vous ne nous manquerez pas. Autre chose, nous n'allons pas nous demander si la République tremble lorsqu'un aérodrome perd 4 000 € de subventions publiques ou à quel point il est idiot d'acheter un SUV pour faire 300 mètres dans Paris pour aller chercher ses enfants à l'école. Nous allons nous poser des vraies questions et interroger un secteur et des habitudes qui, pour le moment, sont souvent éloignées des questions de lutte contre le dérèglement climatique. Nous allons parler d'environnement et de numérique. Le numérique est une partie intégrante de nos vies. Nous passons 3h40 par jour sur nos smartphones et nous interagissons avec eux 85 fois par jour. Alors, ça vous semblera d'un coup beaucoup moins innocent quand vous apprendrez qu'un iPhone 10 émet en tout 79 kg de gaz à effet de serre et qu'il y a déjà sur la planète plus de smartphones qu'il n'y a d'êtres humains, puisqu'il y a 14 milliards de smartphones en activité en 2020. Et il n'y a évidemment pas que les téléphones. La fabrication d'un ordinateur de 2 kg nécessite 800 kg de matières premières, 22 kg de produits chimiques, 1,5 tonnes d'eau et rejettera 124 kg d'équivalent carbone. Et avec ces outils, chaque jour, nous produisons 2,5 trillions d'octets de données et nous interrogeons Google 6,9 milliards de fois. Chacune de ces actions, évidemment, chacun de nos selfies, de nos mèmes de chatons, a un coût écologique et énergétique. C'est extrêmement simple. Si Internet était un pays, ce serait le 6e consommateur d'énergie du monde et le 7e émetteur de CO2 de la planète. Tous ces chiffres assez sidérants sont tirés du premier livre de notre invité d'aujourd'hui. Son titre « Réparer le futur » est déjà un très beau programme. Le livre compile les informations, enquêtes et actions menées par l'ONG Digital for the Planet qu'elle a fondée et qu'elle dirige. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Inès Leonardozzi. Bonjour Madame Leonardozzi. Bonjour. Alors, et Monsieur Purasanta et Madame Leonardozzi sont là pour répondre à toutes vos questions sans filtre ni modération. Vous pouviez les poser en amont sur la page du débat, sur la page LinkedIn ou sur le site d'Ouzbek Erika et vous pouvez le faire même maintenant en direct. Nous y répondrons durant l'émission. Alors j'ai bien conscience qu'il y a un paradoxe à vous proposer une émission en ligne sur l'impact écologique du numérique, surtout après avoir fait une introduction bien pleine de culpa. N'hésitez donc pas à nous envoyer des questions qui soient un peu plus positives que les miennes si vous en avez. Et comme la seule diabolisation ne suffit pas et que l'enjeu est trop important pour se passer de nuances, je vais tout de suite tenter d'élever un tout petit peu le niveau de mes réflexions et vous préciser que la question de ce matin que nous allons nous poser est: un numérique vert est-il possible? Et si oui, comment? Et pour dresser le contexte de cette question, voici la première séquence de notre émission, c'est le Fake News Quiz. Alors, le principe est extrêmement simple. Je vous donne des infos et vous devez me dire si vous pensez qu'il s'agit de la réalité ou complètement de fake news. C'est-à-dire que j'ai absolument déconné sur l'invention éventuelle de ces informations.
Première question, la vidéo Gangnam Style, visionnée 2,7 milliards de fois, aurait induit une demande d'électricité équivalente à la consommation annuelle d'une petite centrale nucléaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Madame Leonardozzi? Moi, je suis assez... 2,7 milliards de fois. Je dirais que c'est une fake news. J'espère que c'est une fake news. Je ne dis rien. Monsieur Porasanta? Bah, je vais essayer vrai, pour comme ça on n'est pas d'accord. Alors, un petit rappel pour ceux d'entre vous qui étaient trop jeunes pour connaître Gangnam Style. On vous voit, on vous juge un peu, on vous voit, mais surtout on vous voit. Gangnam Style est une chanson de l'humoriste sud-coréen Psy qui fut le phénomène Internet de 2012. Le clip de cette chanson est la première vidéo à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube. Et depuis son existence, elle a consommé l'équivalent d'une petite centrale nucléaire. C'est ce que nous disait un rapport de Greenpeace en 2017. Alors, c'est une information à relativiser, puisque la vidéo est désormais en 8e position des vidéos les plus vues sur la plateforme, derrière Baby Shark, qui a 8 milliards de vues, et Despacito, qui en a 7. Deux infos, donc. D'abord, eh bien, nous écoutons beaucoup de merde. Et surtout, cela a un impact considérable. Le visionnage en ligne a généré en 2018 plus de 300 millions de tonnes de CO2, soit autant de gaz à effet de serre que l'Espagne, où à peu près 1% des émissions mondiales. À l'heure actuelle, les usages vidéo représentent 80% du flux mondial de données. Réfléchissez-y avant de cliquer pour écouter quelque chose au goût discutable. Deuxième information, le cirque Bouglione a remplacé ses animaux par des hologrammes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Faux. Je dirais faux aussi. Eh bien, c'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est le projet de l'éco-cirque d'André-Joseph Bouglione, qui est ancien dompteur de tigres lui-même. Il a lancé ce projet à Montpellier. C'est un mouvement qui gagne du terrain. En Allemagne, un cirque a lui aussi remplacé ses animaux sauvages par des hologrammes. Et un parc aquatique californien propose à ses spectateurs des robots dauphins. Je ne sais pas trop comment vous proposez cette info autrement que comme ça. Sachez que ce sont également des discussions qui se font dans le cadre législatif. En France, le gouvernement annonçait la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques il y a récemment. N'oublions pas cependant que nous vivons actuellement la 6e extinction de masse d'espèces, une érosion de la biodiversité catastrophique et eh bien qui fait craindre des crises économiques, écologiques et sociaux majeures. Il est toujours 9h15, vous nous rejoignez. Bonjour. Alors, j'admets que pour le moment, le niveau de cette émission est plutôt fulsome, mais il est important de se rendre compte de l'ampleur des défis et des dangers qui nous font face. Reste maintenant évidemment à trouver des solutions. Le misérabilisme seul ne changera rien. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet et de répondre directement à la question du jour. C'est le moment de se parler les yeux dans les yeux. Le principe est ici extrêmement simple là aussi. Vous aurez chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question qui nous réunit ce matin. Et nous allons commencer par vous, Madame Leonardozzi, puisque vous êtes notre invitée. À votre avis, un numérique vert est-il possible? Vous avez 2 minutes face à notre public. Un numérique vert est possible, c'est sûr. Par contre, il n'existe pas encore. Et pour qu'il existe, il faut comprendre qu'il faut combiner la compréhension de la pollution numérique environnementale, celle qui affecte la planète, la pollution numérique intellectuelle, ce numérique désincarné qui affecte nos capacités cognitives et notre rapport à l'intelligence, et aussi la pollution numérique sociétale, ce numérique encore une fois désincarné qui effrite les fondements même de notre société. Regardez le numérique et son impact environnemental pur est assez réducteur en fait, et siloté ne permet pas de comprendre comment tous ces sujets que je viens de citer sont interdépendants. Donc ça, c'est le premier point pour que ce soit possible. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir faire attention à cette espèce de réflexe nietzschéen qui veut qu'on ajoute un supplément d'âme sur ce qu'on fait de pas forcément bien, d'ajouter un peu de vert finalement sur les carrés et les ronds. En fait, ce sont toutes les formes, les modèles, les systèmes qu'il faut réinventer. Donc ça sera le deuxième point pour moi.
Je ne sais pas si je suis dans les 2 minutes ou si j'ai... Je pense qu'il vous reste encore un peu de temps si vous voulez en rajouter un troisième. Mais pour terminer, pour insister sur ce deuxième point, voilà, ce que je remarque de plus en plus, et peut-être que ce sera un des sujets du jour, c'est de dire que en fait, ça ne sert à rien de mettre du gazon sur du bitume. En fait, il va falloir simplement reverdir complètement la masse et pas seulement mettre une couche de verre dessus. J'insiste vraiment dessus parce qu'aujourd'hui, c'est l'écueil général et il faut vraiment s'en méfier. Merci beaucoup. Monsieur Pourasanta, même question pour vous. Vous avez 2 minutes. Un numérique vert est-il possible? Alors, pour moi, le numérique vert est possible et surtout nécessaire pour résoudre les équations du développement durable au sens large. C'est-à-dire que quand je pense au numérique et au développement durable, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit: responsabilité, opportunité. D'abord, responsabilité, c'est-à-dire que le numérique représente 4% des émissions, c'est beaucoup. Ça a triplé dans ces dernières années, donc ça représente quelque chose de significatif qu'il faut déjà régler. L'industrie du numérique, donc ceux qui ont la capacité computationnelle, qui la mettent à disposition, qui créent les dispositifs pour en faire des usages pour les personnes, ont la responsabilité de transformer cette chaîne de valeur pour qu'elle soit déjà elle-même responsable. Ce n'est pas le cas. C'est une bataille qui va prendre, je pense, une dizaine d'années. Microsoft, qui fait partie de cet écosystème, a pris des engagements pour 2025 sur l'énergie renouvelable pour ces data centers et 2030 pour être complètement responsable sur l'ensemble de ces opérations et sur les usages que les consommateurs font de ces dispositifs. Ça veut dire que c'est vraiment une bataille d'industrie parce qu'il y a nous et il y a tous les autres. Ça, c'est la partie responsabilité. Quand nous aurons fait ça, nous aurons un numérique qui, lui, déjà, est plus clean, est plus propre, plus responsable au sens large du terme. Quand on a fait ça, on n'est qu'au début, parce qu'en fait, il y a le 96% des équations à résoudre qui sont autour de nous. Ça part de l'agriculture, ça va à la mobilité, au voyage, la logistique, le manufacturing, etc., etc. Les villes intelligentes, etc. Et donc, le numérique a une responsabilité parce que comment résoudre ces équations si on ne peut pas mesurer, si on ne peut pas déclarer avec transparence la construction de la responsabilité environnementale sur des chaînes de création de valeur. Et troisièmement, et plus important encore, comment, Inès en parlait, comment est-ce qu'on transforme chacune des industries qui sont autour de nous. À chaque fois, il y a des paradigmes industriels à changer, des technologies qui doivent se transformer, et le numérique est un levier incontournable pour transformer les autres industries du monde qui représentent 96% de cette équation à résoudre. À vous entendre, vous êtes sur des lignes parallèles. Je ne sais pas si elles se recoupent. Madame Leonardozzi, quand vous entendez Monsieur Pourasanta dire il faut que notre industrie soit plus vertueuse, plus responsable, et est-ce que c'est ce que vous appeliez repenser le modèle de manière responsable, ou est-ce que c'est plutôt ce que vous appeliez peindre le bitume en vert? J'ai regardé les actions qui sont menées par Microsoft. Je les ai trouvées intéressantes parce qu'elles sont nécessaires et je pense qu'on ne pouvait pas se positionner autrement quand on est une industrie et un acteur comme Microsoft. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout... Ce que je veux dire, moi, c'est... Il va y avoir la manière de réinventer complètement son modèle et se poser la question. Vous voyez, tout à l'heure, on est en train de dire qu'on va mettre des hologrammes à la place des animaux. Finalement, c'est la question qu'on se pose, c'est il faut absolument remplacer nos usages. On ne s'est jamais rendu compte à quel point c'était fou de ramener des animaux qui n'ont rien à faire dans une ville comme Paris et en fait qui sont là en train de nous divertir, en train de faire les idiots. Aujourd'hui, on ne se dit pas, est-ce que ça, c'était complètement une folie et en fait, on devrait complètement l'annuler et ça doit rester une rareté que de voir ces animaux, ou en tout cas, on doit trouver d'autres systèmes. Non, on se dit, il faut continuer dans cet usage-là et trouver un moyen technologique de continuer notre bêtise, notre façon de penser. Quand M. Pourasanta nous dit que la technologie est absolument, et l'outil est absolument nécessaire, c'est peut-être l'endroit où je vais m'opposer, parce que je ne pense pas que le numérique soit absolument, ou la technologie numérique soit absolument le sujet indispensable. Le sujet indispensable, c'est l'état d'esprit. C'est la manière dont on a envie de réfléchir. C'est quelles questions on a envie de poser. J'étais à Venise il y a peu de temps. On me dit, je découvre des déchets sur une plage que des jeunes ont laissés, que je raconte dans mon livre d'ailleurs, et j'interpelle le groupe et ils me disent non, mais ce sont des déchets biodégradables.
Et en fait, je me suis dit, on en est là, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne va pas changer l'usage, de se dire, en fait, c'est débile et c'est complètement fou de laisser des déchets sur la plage. On va inventer un système qui font que quand on les met dans l'eau, ça ne va pas faire de mal à la mer et à l'océan. C'est exactement la même chose. Moi, mon point, c'est de se demander à quel point la technologie est un outil. La technologie est un outil et comme tout autre outil, il y a des moments où on doit l'utiliser parce qu'il est nécessaire, d'autres où il n'est pas. Je vais prendre quelque chose de très caricatural, un marteau, on n'en a pas tous les jours besoin. On ne se balade pas avec un marteau tous les jours dans son sac. Par contre, quand on en a besoin, il doit être là. C'est pareil pour l'outil numérique. Et aujourd'hui, le vrai outil indispensable, c'est notre cerveau. C'est Gérald Bronner qui en parle très bien dans Apocalypse cognitive. Il dit l'enjeu des enjeux, c'est le marché cognitif. C'est ce qu'on va vouloir faire avec notre cerveau. Et aujourd'hui, c'est cette question-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre cerveau pour réinventer le futur, pour réparer le futur, pardonnez-moi, ensemble, c'est-à-dire entre acteurs institutionnels, entre pouvoirs publics, entre citoyens. Moi, le débat, il est là. Alors que si j'entends bien ce que vous nous proposiez, Monsieur Pourasanta, d'après vous, le numérique contient un peu les solutions aux problèmes qu'il crée, c'est-à-dire qu'on pourrait s'appuyer sur cette puissance de calcul, cette puissance d'invention, cette puissance de faire, pour éventuellement trouver des nouvelles solutions aux problèmes environnementaux. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe difficile? C'est pas un paradoxe, en fait, il faut comprendre la complexité de ce que le numérique représente. Parce qu'en fait, on peut dire le numérique, c'est ce qu'il y a derrière un dispositif sur lequel je regarde Facebook ou je fais de l'Instagram. Ça, c'est du numérique, c'est vrai. Mais le numérique, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement ce que les utilisateurs utilisent peut-être trop et sans le concept de sobriété numérique. Donc on peut en parler, c'est un vrai débat. Mais le numérique, c'est aussi autre chose. Le numérique, par exemple, peut permettre à un agriculteur d'avoir un rendement meilleur sur son travail et en fait d'utiliser moins d'eau, moins de produits chimiques, d'avoir une meilleure qualité, ce qui est bien parce que c'est ce qu'on mange, et globalement une équation économique qui tourne mieux. Et je rappelle, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, c'est vraiment une des plus grandes équations à résoudre de la planète. Nous allons être 9 milliards en 2050. On a heureusement de moins en moins de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté. On espère que les 9 milliards, il y aura peut-être 0 sous le seuil de pauvreté, mais ça veut dire qu'il faut créer un écosystème pour que tout le monde puisse vivre à satisfaction, puisse boire de l'eau propre, puisse manger, puisse avoir moins de maladies, etc., etc. Eh bien, le numérique, ça sert à améliorer chacune des chaînes de valeur de construction de ceux dont nous avons besoin. Nous devons manger, nous devons habiter dans une maison, le matériel qui compose une construction ou une autoroute ou une infrastructure est construite par quelqu'un. Et ce quelqu'un a une chaîne d'approvisionnement qu'on peut améliorer, a une chaîne de manufacturière pour construire, a une chaîne encore de logistique pour amener le matériel quelque part, et puis de construction. Qui regarde aujourd'hui quel est l'impact de la construction d'un immeuble ou de son maintien en conditions opérationnelles? Donc il y a plein d'équations dans la vie de tous les jours. Tout ce que nous touchons, tous les produits, tous les services que nous utilisons, c'est des chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur sont très polluantes. Donc ce n'est pas que le numérique qui est polluant. C'est pour ça que je parle bien du 4%, du 96%. Si on arrive à régler le 4% et lui, il est plus responsable, alors là, on peut aider le 96% à changer les petites briques de construction de valeur. Et je peux vous dire qu'il y a un impact gigantesque qu'on peut avoir. La proposition, dans ce cas-là, un peu impertinente à vous entendre, ce serait de dire qu'il faut travailler avec le numérique, c'est-à-dire s'en servir comme d'un outil professionnel, d'un outil de recherche, et presque ne pas faire le reste. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait se dire, au fond, que le numérique doit rester un outil de travail et qu'on va arrêter de s'envoyer des vidéos de chatons? Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que je n'ai pas du tout compris le problème? Sur la partie utilisation, pardon Inès de répondre avant vous, mais je pense qu'Inès a raison sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est une question de pédagogie, c'est une question d'apprentissage dès le plus jeune âge. Parce que ceux qui ont plus de 50 ans, je pense qu'ils sont un peu plus sobres numériquement. Ceux qui ont moins de 50 ans, comme on a passé toute une vie à découvrir ces dispositifs, du coup, une grande partie de notre vie se passe sur un ordinateur ou sur une tablette. Inès a raison, il faut se reposer la question, comment est-ce que je veux utiliser mon temps? Qu'est-ce qui est vraiment utile? Qu'est-ce qui est vraiment enrichissant? Et peut-être trouver des équilibres un peu nouveaux
un peu différent. Madame Léonard-Dusy, est-ce que vous appeliez un changement de ce changement de pensée-là? C'est de se dire, au fond, on va vivre ailleurs que sur le web? Je pense que oui, c'est pour ça que je parle de pollution numérique environnementale, intellectuelle et sociétale. En fait, pour faire très court et quand on n'appréhende pas ces trois notions que je théorise en fait dans ce livre-là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est si le numérique impacte nos capacités cognitives, et c'est prouvé aujourd'hui, j'en fais état dans ce livre, l'intelligence individuelle et donc collective s'abîme. Et si l'intelligence collective s'abîme, alors on abîme le projet de société. Et si on n'a plus de projet de société en commun, pour quelle raison étrange est-ce qu'on voudrait que la planète soit un lieu plus agréable pour le futur? Tout ça est très lié. Pour revenir sur ce que disait M. Purasanta, en fait, oui, et par exemple, on a travaillé avec Digital for the Planet sur l'adoption d'un amendement dans la loi climat et résilience pour que l'impact du numérique sur le plan environnemental soit inculqué dans les écoles élémentaires. Parce que c'est important, comme vous le disiez à juste titre, que les enfants, dès le départ, apprennent à utiliser de la bonne manière le numérique. Et ce que disait M. Purasanta, en fait, on pourrait le traduire aussi comme le Green IT, pour reprendre des termes anglais, qui sont les 4% dont vous parliez, et le IT for Green. C'est comment ensuite, une fois qu'on a rendu vert le numérique et qu'on a réduit l'impact carbone, l'impact environnemental au sens large, des infrastructures, de l'impact logiciel, l'impact de nos usages, la manière dont on recycle et dont on fabrique les appareils, qui sont quand même la part la plus impactante sur le plan environnemental. C'est comment, une fois qu'on a ça, ces outils qui sont devenus plus vertueux, plus bons, moins nocifs pour la planète, pardon, il faut le dire comme ça, on peut alors adresser ce numérique pour des enjeux nobles. Mais aujourd'hui, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, les big tech préfèrent utiliser le numérique pour chercher le pétrole dans le sable plutôt que pour l'agriculture dont vous parliez justement. Aujourd'hui, on a un problème de marché, de priorisation de marché, et ça, je suis complètement d'accord sur le plan de la médecine, sur le plan de l'agriculture, avec l'hyperpopulation, on va avoir des vrais enjeux sur ce plan-là, mais aujourd'hui, ils ne sont pas favorisés. C'est aujourd'hui en ça que je me demande à quel point on n'a pas intérêt à garder l'ignorance citoyenne, à ne pas les faire en sorte qu'ils ne s'intéressent pas à ce qu'est vraiment le numérique, et vous l'avez très bien dit. On a l'impression que le numérique, c'est simplement Instagram et Facebook et c'est tout. Mais en fait, vous l'avez dit, ça touche à toutes les chaînes de valeur, ce qui échappe à la majeure partie des citoyens et des citoyennes. Et c'est cet état de conscience qu'il faut ramener citoyennement pour qu'en fait, on puisse se dire, attendez, vous êtes en train de me dire qu'on préfère chercher des puits de pétrole plutôt que d'aider les agriculteurs à faire de meilleurs rendements, à le faire de manière plus écologique et à protéger les espèces en voie de disparition sous la mer. En fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Et quand on a dit ça, eh bien, vous allez voir que l'opinion publique n'est plus la même. Et ça, c'est ce que j'appelle une démocratie numérique. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet état de fait. Il faut dire que on peut avoir un certain scepticisme pour certains de ces engagements du big tech, ou en tout cas du secteur de l'innovation et du numérique. L'une des grandes promesses de l'utilisation de ces outils était toujours l'émancipation, la mise à disposition des savoirs. On voit bien effectivement qu'il y a une forme de pollution numérique, et vous le rappeliez à l'instant, intellectuelle, sociale, parfois politique. Et dans cette promesse d'émancipation, on voit aussi un biais majeur quand même, qui est que le secteur de l'innovation et du numérique sont assez inégalitaires. Il y a des biais algorithmiques, il y a de plus une surreprésentation masculine dans ces métiers, que ce soit au niveau du financement comme au niveau de la programmation. Du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que cet outil dont Monsieur Purasanta, vous nous dites qu'il peut vraiment être utile pour régler certains de ces problèmes-là, est-ce qu'il peut vraiment tenir cette promesse? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait se dire peut-être que le numérique est enfin le meilleur moyen à la fois de venir à bout de certaines inégalités et en même temps de certains problèmes climatiques? Ma question, dans le fond, c'est est-ce que le numérique est le meilleur allié de l'écoféminisme? Le numérique est un outil. Ce n'est qu'un outil. Un outil puissant, c'est vrai, mais c'est vraiment un outil. Donc, je rejoins dans la discussion de ce matin le fait qu'il faut d'abord avoir un projet pour les gens, un projet pour une nation, pour une population. À partir du moment où il y a un projet, comme un projet dans une entreprise, c'est la même chose. Un projet pour un groupe de personnes, pour des audiences, c'est d'abord un projet. Et l'outil numérique permet certainement, quand il y a un projet, de pouvoir le construire
avec, justement, avec des réductions de biais, avec des réductions d'inégalités. C'est vrai que ça a toujours été la promesse de la démocratisation de l'accès au savoir, aux ressources, au bien-être, à la richesse. C'est ça l'opportunité. Et le numérique bien utilisé, de façon responsable, de façon éthique, en répondant à la question de pourquoi je le fais et est-ce que simplement parce que c'est possible, est-ce que je vais le faire sans me poser de questions? Ça, c'est le vrai problème qu'on doit résoudre. Le numérique est un outil puissant pour résoudre une équation, mais ça ne veut pas dire que juste toutes les équations, si je peux utiliser le numérique, alors je vais le faire. Donc l'utilisation doit être utilisée avec de la responsabilité. Ça, c'est pas toujours le cas, c'est vrai. Mais les inégalités du monde, le numérique est un facteur très important pour les résoudre, pas pour les augmenter, pour les résoudre. Et si on regarde dans des temps longs, la réalité, c'est que ce que nous sommes en train de faire sur la planète est plutôt positif. Ça, on a tendance à ne pas le voir. Et je reviens sur le seuil de pauvreté. Juste une précision, qu'est-ce que vous appelez ce que nous sommes en train de faire est plutôt positif? Parce que... C'est-à-dire que l'humanité au global, en juste quelques décennies, nous avons porté le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté à 1 milliard de personnes. C'est énorme. C'était 3 milliards il y a quelques décennies. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, bien sûr qu'il y a plein de défauts dans la façon de développer ce monde. Et justement, on parle de responsabilité environnementale. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas effectivement bien regardée. Mais en même temps, il faut toujours se poser la question de comment est-ce que les 7 milliards de personnes, bientôt 9, sont en train de vivre. Et donc, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Et c'est là que je dis, le numérique a une forte puissance pour résoudre ces équations. Comment est-ce qu'on l'utilise pour faire ça et pas pour aller créer effectivement des choses dont les personnes n'ont pas besoin? Ça, c'est une vraie problématique. Madame Leonardus, je vous voyais un peu plus dubitative sur le « on fait du bien ». Non, alors moi je vais me permettre de nuancer votre propos. Ce que vous dites est vrai. Dans les faits, ça a été écrit par l'OMS. Les gens sont plus riches aujourd'hui. Mais ça, c'est une vision macro. Quand on regarde la vision micro, en fait, ça veut simplement dire que oui, les gens sont plus riches, mais en fait, ça veut dire qu'ils sont passés de 1 dollar à 3 dollars par jour. Donc, tout est à nuancer. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, les écarts de richesse dans le monde n'ont jamais, et depuis l'avènement des big tech, n'ont jamais été aussi grands. Et ça, c'est un enjeu que je mets sur le même plan, sur le plan environnemental. Parce que, comme je le disais, on se fiche de la planète si on ne vit pas mieux. Moi, j'ai rencontré des Françaises et des Français qui m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire de l'écologie tant qu'ils n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois et à acheter les yaourts préférés à leurs enfants, et ce qui est parfaitement compréhensible et entendable. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, les écarts de richesse, quand on sait que Jeff Bezos prend... je crois, je vais dire une bêtise, mais 25 milliards, je crois, en plus sur sa fortune personnelle, seulement en avril et en mai 2020, en début de pandémie mondiale. Il a fait une bonne année. Il a fait une très bonne année. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nos écarts de richesse embarrassent les économistes, même les plus libéraux. Aujourd'hui, on a du mal à expliquer comment c'est possible. On l'explique par de nombreux marchés, les marchés qu'a installé l'industrie du numérique, comme la kleptocratie de la donnée, il faut en parler. Ça, c'est un enjeu qui vient complètement, qui a du sens avec le sujet environnemental. Comment voulez-vous que si on voit des industries devenir de plus en plus exclusives, ça fonctionne en oligopole, on privatise le vivant, c'est-à-dire notre identité, c'est ce que j'expliquais, l'absence de vie privée, c'est en fait c'est de désintégrer l'envie de connaître l'autre, parce que si vous n'avez plus de vie privée, je n'ai plus intérêt à vous rencontrer, Monsieur Kouchner, parce qu'en fait, je sais déjà qui vous êtes. Donc en fait, on n'a plus de projet de société. Si on n'a plus de projet de société, l'environnement, c'est plus mon sujet. En plus, on vit moins bien, avec moins d'argent, et on voit des espèces de milliardaires de plus en plus opulents, sans aucune impunité. Donc on se dit, mais... Donc, tous les plus grands historiens expliquent que de tout temps, de voir ces systèmes-là s'imposer fait qu'en fait, on se désintègre en tant que citoyen, on se désintègre de la société. Et donc, arrivent des accès de violence, arrivent des polarisations d'extrêmes et le rejet de l'autre. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça que l'environnement est lié à la société et que tout ça au milieu, c'est l'enjeu cognitif. Donc, de dire qu'on a fait du bien, oui, mais en fait, c'est très relatif. C'est vu d'une certaine façon.
Et en fait, c'est une vision très macro. Quand on regarde les choses de façon micro et quand on retourne chez le petit citoyen, regardez comment il vit et en fait, quelles sont ses conditions et quelles sont les conditions de ceux qui dirigent ces big tech, en fait, il y a un énorme enjeu qui ne dit pas son nom et c'est celui-ci qu'il faut nommer. Est-ce que cet état de fait, cette déchirure de nos sociétés, presque cet écartèlement que vous venez de décrire, vous l'imputez à l'industrie du numérique, ou l'industrie du numérique n'est qu'un des facteurs d'un système peut-être autrement plus large qui s'est un peu emballé? Et c'est une très bonne question. En fait, ce que je dis par exemple dans mon livre, c'est que l'industrie du numérique n'a rien inventé. Finalement, ce que je viens de vous expliquer sur quelques GAFA, donc on en a 4 ou 5 qui 4, mais en fait il y en a plus, qui sont en fait un oligopole. Ça nous fait beaucoup penser à l'industrie semencière, où en fait vous avez aussi 4-5 acteurs qui rachètent à tour de bras, qui privatisent le vivant, qui empêchent les agriculteurs de faire ce qu'ils veulent avec leurs semences. Donc en fait, on a des modèles qui se répètent. Et l'industrie du numérique, elle n'est pas la coupable. En fait, le numérique, c'est un outil merveilleux. D'ailleurs, c'était Bernard Stiegler qui en parlait comme un pharmacon, à la fois remède, à la fois poison, et puis bouc émissaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que pour essayer de résumer ma pensée, parce que dans des formats si courts, c'est très difficile d'étendre tout ce qu'on aimerait dire, mais c'est qu'il ne faut pas confondre optique et résultat. Et aujourd'hui, c'est un peu le sujet. C'est qu'on a des optiques, on a une perception des choses et on se dit, mais tout va bien. Et en fait, le résultat n'est pas le même quand on va chercher, qu'on gratte un petit peu la surcouche et qu'on essaie de se demander qu'est-ce qu'il y a au fond. Et finalement, la question que je pose, encore une fois, dans mes conférences, c'est à quoi bon le progrès si on progresse mal ? Et la question, elle est aussi centrale, et elle rejoint tout ce que je dis depuis le début. C'est à quel point on est au courant et à quel point on a conscience de ce qu'est le progrès, à quel point on se demande quel est le progrès pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière le progrès, et comment on peut le nommer ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont seulement des acteurs. Moi, je parle en tant que citoyenne quand je dis ça. Ce sont certains acteurs qui se mettent d'accord entre eux sur ce qui est bon pour le progrès, bon pour le futur, mais en laissant pour compte la majeure partie de la planète, de l'humanité, en leur disant tenez quelques divertissements, du pain et des jeux. En fait, on est beaucoup là-dessus. Donc non, en fait, du pain et des jeux, ça existe depuis l'Antiquité. On n'a rien inventé. C'est très rare, mais normalement, je me l'interdis. Mais ce que vous venez de dire me fait penser à une citation de Gandhi. Et normalement, je m'interdis les citations de Gandhi. Mais Gandhi disait en avant, certes, mais dans quelle direction? On voit bien que toutes ces questions sont éminemment matricielle. On a déjà dépassé la question du seul numérique, et ces questions aussi importantes ne sauraient se résumer à un dialogue entre nous trois. Il est donc grand temps d'impliquer le public qui nous a envoyé des questions en amont de ce débat. C'est notre séquence No Filter. Et la promesse de cette émission est extrêmement simple. Vous allez répondre sans tabou à toutes les questions que l'on nous a posées. Je serai la voix du public. Je vais vous demander de répondre sans filtre, aussi délicate ou provocante que soit la question. Nous avons une première question d'Yvan qui demande si vous êtes conscient que le numérique va fondamentalement à l'encontre de l'environnement et que notre seule porte de sortie est une réduction brutale de notre utilisation du numérique. Monsieur Pourasanta, est-ce que vous avez conscience, chez Microsoft France, que le numérique va fondamentalement à l'encontre de l'environnement et que notre seule porte de sortie est une réduction brutale de notre utilisation? Je ne pense pas, enfin, pour revenir au sujet du progrès, il faut faire très attention à mon avis, à un sujet qui est important, c'est-à-dire que il ne faut pas voir dans le numérique le bouc émissaire de ce qui ne va pas. On a cette tendance, je le comprends, je le conçois, mais ce n'est pas la solution. Un bon usage, oui. Éliminer le progrès ou revenir en arrière, je ne pense pas que ce soit ni faisable ni souhaitable. Donc, il faut créer de la valeur et après, il faut s'assurer de la bonne distribution de cette valeur. Mais ce n'est pas en arrêtant la construction de valeur qu'on va mieux arrêter de redistribuer. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut juste trouver les équilibres. Sur le numérique, bien sûr qu'il faut reconstruire... Enfin, passer plus de temps, et je l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit tous les deux, pour expliquer aux jeunes, aux nouvelles générations, quels sont les équilibres intelligents dans les utilisations, mais on ne va pas se priver du numérique juste parce qu'aujourd'hui, il y a un excès d'utilisation. Il faut être sobre dans l'utilisation et il faut être responsable dans le fait d'utiliser le numérique pour créer de la valeur et pour la distribuer. Mais attention, je reviens aussi, je voulais répondre un petit peu à ce qui s'est dit tout à l'heure.
je peux concevoir qu'on puisse se poser la question, est-ce que 6 ou 7 grands groupes de numérique, c'est le bon nombre? Ok, c'est un débat, très bien. Mais de là à dire que les inégalités sont dues au fait qu'il y a seulement 7 acteurs, déjà, 7 acteurs, c'est 7 acteurs grands, mais il y en a des milliers qui sont moyens et petits, et il ne faut pas oublier que le numérique, c'est toute une industrie. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui construisent seulement un dispositif ou un cloud, c'est tous ceux qui l'utilisent et qui en font leur métier. Donc si on parle en France, il faut réfléchir à quels sont tous les intégrateurs de systèmes, les emplois qu'ils ont constitués en 30, 40, 50 ans de vie, combien de personnes chez nos clients utilisent le numérique et ils en font leur métier. Donc c'est aussi énorme, c'est une industrie qui apporte énormément de valeur. Mais pour conclure, ce n'est pas quand même au numérique d'établir comment la distribution de la richesse se fait dans un pays. Il ne faut pas confondre la construction de la valeur avec les éléments politiques et de décision, de philosophie de construction de société. Le numérique, encore une fois, est un outil qui doit être encadré, qui doit être utilisé en bonne et due forme, mais ce n'est pas au numérique de décider comment il faut l'utiliser et comment il faut redistribuer la valeur créée. Donc ça, c'est important. Donc il y a quand même une responsabilité politique de ceux qui décident des destins des nations. Madame Leonarduzzi, je peux répondre je vous en prie, surtout sur cette question-là de la question d'Yvan. Tout à fait. Alors, la question d'Yvan, moi, je vais rejoindre plus ou moins Monsieur Pourasanta pour le coup. Il faut rappeler que l'écologie est une science au même titre que le numérique. C'est là d'ailleurs, l'écologie, elle est rendue possible grâce à la modélisation informatique des données climatiques. Aujourd'hui, si on peut faire des prévisions, des modélisations, même faire de la paléoclimatologie, ce qui est passionnant, c'est grâce aux supercalculateurs, aux calculs scientifiques et aux appareils numériques. Donc ça, il faut le rappeler. Je pense qu'au contraire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le répéter, c'est un outil merveilleux. L'idée n'est pas de dénier le numérique, c'est d'en initier le futur. Elle fait partie de ces technologies qui, depuis l'aiguille à chat au paléolithique, on en est toujours à avancer pour repousser encore le progrès et le confort de vie. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on nomme confort de vie. Et je suis d'accord avec M. Pourasanta sur l'enjeu de les acteurs de la technologie seuls ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'il faut agir sur le plan politique. C'est ce que par ailleurs on essaie de faire avec Digital for the Planet. Et les lobbyistes des grands groupes, je les rencontre aussi souvent et ils font un merveilleux travail aussi pour leurs intérêts. Donc oui, en effet, l'enjeu politique est aussi très important. Mais hélas, il y a des leviers et des bras de fer qui parfois sont un peu compliqués. On n'est pas tous égaux face à la chose politique non plus. J'ai une question de Clémence qui va exactement dans le sens que vous énonciez tous les deux. Clémence dit: comment peut-on s'assurer du bénéfice environnemental apporté par les technologies? Elle pense, dit-elle, à la Smart City, au Smart Building, mais justement, Madame Leonarduzzi, vous nous disiez c'est un outil, il est très utile, mais il faut l'employer à bon escient. Eh bien, comment est-ce qu'on s'assure de l'employer à bon escient? Déjà, on souhaite, il me semble, avoir des modèles démocratiques. Moi, je ne comprends pas comment une démocratie sur le plan numérique peut être possible si les citoyennes et les citoyens n'ont pas accès de façon simple et intelligible aux informations complexes qui composent ces enjeux numériques. Sur le plan de la Smart City, c'est revenir. Aujourd'hui, moi, je vois des villes se transformer, notamment en France. On est dans le bon pays. On a une dévitalisation des cœurs de ville, un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, notamment avec la Caisse des dépôts, où on a des centres-villes qui ferment, des villes qui n'ont plus d'utilité, en fait, qu'on ne sait pas à quoi elles servent. Donc, c'est revenir sur, finalement, cette expression qui est très à la mode, que tout le monde apprécie, c'est la raison d'être des villes. Et la raison d'être, on s'adresse normalement aux citoyens. Donc, c'est savoir qu'est-ce qui est important pour ces villes. Aujourd'hui, quand je vois des villes devenir des showrooms pour ingénieurs, où on met des câbles et des caméras et des capteurs sur les poubelles moi je comprends pas en fait l'intérêt clairement à monsieur et madame Michu, qu'est-ce que ça leur apporte, je ne sais pas. Donc c'est poser la question de faire en sorte que ces villes ces smart cities soient d'abord environnementalement et socialement agréables, qu'elles soient économiquement viables et que surtout le numérique nous permette d'autonomiser au maximum énergétiquement ces lieux de vie, mais également que ça apporte une cohérence locale, en fait. Donc, c'est aujourd'hui ces enjeux-là, localité, responsabilité, autonomie énergétique, des lieux de vie agréables vers des foyers économiques
aujourd'hui, si la technologie ne peut pas répondre à ces enjeux-là dans les villes, c'est qu'en fait, le numérique n'est pas le bon outil pour ces villes. Monsieur Pourasanta, cette même question, parce que vous nous dites beaucoup, c'est un outil, il faut savoir juste l'employer à bon escient. Ok, comment est-ce qu'on l'emploie à bon escient? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on l'emploie à bon escient? Alors, je fais un exemple, puisqu'on parle de Smart City, un exemple qui me passionne, c'est la mobilité. C'est-à-dire que nous sommes tous, quelque part, co-responsables du trafic et de la pollution qu'on crée en prenant un véhicule et en allant d'un point A à un point B. Aujourd'hui, les voitures que nous achetons, on les utilise moins de 10% de leur temps, et 90% de leur temps, elles sont inutilisées dans un parking, etc. Et malgré ça, quand on bouge dans une ville grande comme Paris, et puis parfois dans les plus petites, il y a quand même du trafic, des bouchons, et donc de la pollution que nous sommes en train de créer. Nous avons vécu en 2020 la pandémie, qui est certainement pas... Enfin, on ne souhaite pas qu'elle se reproduise. Cela dit, il y a eu une épiphanie intéressante, c'est que la ville, pendant les confinements, on avait un ciel plus bleu, des rues et des terrasses de bars plus sympathiques avec du vert, moins de bruit, donc d'un point de vue sonore, beaucoup plus vivable. On avait presque envie de sortir dans une ville et de la reconnaître comme un endroit souhaitable dans lequel vivre. Alors pourquoi on ne pourrait pas résoudre le problème de la mobilité avec de l'intelligence numérique? C'est-à-dire mesurer le besoin, fournir le service de mobilité comme un service pour aller d'un point A à un point B quand c'est nécessaire. On pourrait avoir une pollution diminuée, une situation sonore améliorée, un temps de parcours amélioré, un coût de parcours amélioré et un impact de responsabilité environnementale au sens large extrêmement positif, avec un bilan positif. Le numérique, ça sert à ça. On peut le faire. Maintenant, encore une fois, c'est un projet de société. Ce n'est pas quelqu'un qui a un outil numérique qui peut décréter si les personnes, pour aller d'un point A à un point B, utilisent un modèle industriel du siècle dernier ou du siècle prochain. C'est à nous de définir comment est-ce que nous souhaitons nous organiser. Le numérique peut permettre la mobilité complètement différente des personnes et des biens et résoudre avec du respect pour le climat. On entend bien, à travers vos différents propos, à quel point à la fois l'écologie et l'usage du numérique est un sujet absolument central. En fait, on a parlé beaucoup de démocratie, on a parlé de structure économique, on parle de mobilité. On voit bien du coup que c'est le sujet à adresser, tant et si bien que tout le monde en parle et que tous les partis politiques, toutes les entreprises se saupoudrent de verre. On met de l'écologie et de l'environnement partout. Il faut donc parfois séparer les actions de fond, j'allais dire du fond de teint, du greenwashing. Et c'est précisément le but de notre prochaine rubrique, qui est historique ou anecdotique. Je vais donc vous présenter des actualités et vous allez me dire s'il y a là un vrai mouvement qui pourrait marquer notre époque ou si franchement on s'en tape comme du livre de Juan Branco. Donc, première actualité, le gouvernement a présenté la version finalisée de sa feuille de route numérique et environnement. Et en matière de réemploi, l'État veut donner l'exemple. Il s'est fixé un objectif de 20% de ses achats d'appareils électroniques à partir de matériel reconditionné. Il était temps de s'y mettre ou c'est juste une manière de faire des économies? Vous répondez librement, historique ou anecdotique? Bah, moi, vous savez, je vais vous répondre historique à chacune des questions parce que ce soit plus profond ou moins profond, plus stratégique ou moins stratégique, à partir du moment où on commence à travailler dans la bonne direction, pour moi, c'est un moment historique. On a tous eu un moment où on a commencé à faire des choses. Et si c'est peut-être pas la chose la plus stratégique ou la plus profonde au début, c'est un début, c'est un premier pas, et ça apportera d'autres pas importants. Madame Léonard-Douzig, le fait que l'État veuille acheter dans un horizon plus ou moins proche ou lointain 20% de son matériel électronique sous forme reconditionnée, c'est historique ou au fond, franchement, c'est pas à la hauteur de l'enjeu? Moi, j'aurais aimé que le pourcentage soit plus élevé et que ça s'étende à toutes les entreprises, peut-être même publiques. Ça, c'est pour le petit point. Je vais avoir tendance à rejoindre Monsieur Pourasanta. Je pense que toute action qui va vers l'avant est historique. Par contre, elle peut devenir anecdotique si elle n'est pas suivie. Je pense aussi au RGPD, dont on a beaucoup dit qu'il n'était pas suffisant. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il existe et qu'effectivement, il n'est pas suffisant. Et il risque de devenir anecdotique si on ne poursuit pas dans cet effort-là. C'est pareil pour la feuille de route. Donc, je vais
vais être assez d'accord. Alors, autre actualité, Joe Biden vient de rétablir le coût social du carbone. C'était une mesure évidemment annulée par son prédécesseur. C'est un indicateur qui permet de prendre en compte le coût social des émissions de dioxyde de carbone dans chaque projet de politique publique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un grand projet d'infrastructure, il sera proposer une forme d'étude qui montrera ce coût social du carbone. Est-ce que c'est indispensable ou c'est un peu comme le Nutri-Score, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de bouffer des cochonneries? Je pense que je vais continuer sur la même ligne, c'est-à-dire que c'est historique dans le sens où les États-Unis, c'était le grand absent quand même des discussions de ces dernières années. Donc le fait qu'il y ait une politique plus forte, plus claire, de ce côté-là du monde, c'est très très important parce que c'est pas l'Europe toute seule ou même la Chine qui a commencé à s'y mettre de façon beaucoup plus forte depuis quelques années. Bah, un problème planétaire, ça peut se résoudre seulement avec la participation de tout le monde. Je pense que le nouveau président américain a changé de feuille de route, c'est super important. Bien sûr, cette mesure-là n'est pas suffisante. Donc, je vais reprendre le concept de tout à l'heure. C'est le début. C'est la même chose en entreprise. Nous, on a commencé à faire la mesure de l'impact carbone il y a 15 ans. On a changé notre plan déjà 3 fois pour l'améliorer, l'approfondir, l'enrichir. Donc, voilà. Donc, c'est un premier pas. Madame Leonarduzzi, ce coût social du carbone, vous en parlez notamment dans votre livre. Du coup, est-ce que ça vous semble être vraiment en fait une étape indispensable? C'est une étape nécessaire. C'est comme le bac. En fait, si on l'a pas, c'est compliqué de continuer, et si on l'a, ça sert à rien tout seul. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le baccalauréat. Et je pense que faut pas non plus les applaudir, c'est normal. Par contre, on peut saluer l'action qui n'était pas obligée. Donc c'est une bonne chose. Après, oui, je pense que c'est toujours l'idée d'aller plus loin. Et encore une fois, je trouve qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. On ne peut pas faire la révolution climatique, environnementale seule en France, en Europe ou en Chine. En fait, ça doit être une action globale. Et quand une ville comme Paris ou une grande entreprise dit « Ah ben voilà, moi j'ai fait mes devoirs, maintenant je suis les pieds en éventail et en fait je suis clean », non, parce qu'en fait c'est là toute la beauté peut-être et la complexité de notre enjeu, c'est qu'en fait on peut y arriver que tous ensemble. Donc c'est important qu'un acteur comme les États-Unis comprenne cet enjeu et en tout cas commence des petits pas, des quick wins comme ils aiment dire, en ce sens. Alors nous arrivons au terme de cette troisième émission Sans Tabou. C'est donc l'heure des plaidoiries. Au début de ce débat, vous aviez 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question. Je vais à présent vous donner la même durée, mais pour vous adresser directement à notre public. Comment notre public peut-il s'engager ou faire advenir un numérique plus vert? Que voulez-vous qu'il retienne? Que voulez-vous qu'il fasse? Nous commençons à nouveau par vous, Madame Leonarduzzi. La première chose, c'est de s'instruire, de lire, de s'informer, qu'on soit de 7 à 77 ans, de comprendre à quel point le numérique est central et ce à quoi il touche. C'est la première chose. On ne fera rien sans savoir, sans connaissance. Et bien qu'il y ait des barrières à cet enseignement, parce que c'est pas ce qu'on a envie de nous donner. On préfère des enfants qui jouent à Candy Crush, clairement, plutôt que des enfants qui apprennent à coder. Et c'est là tout l'enjeu. D'abord, il y a un enjeu éducationnel énorme, et on a la chance en France, en Europe, je connais moins le marché américain, mais on a la chance d'avoir des acteurs incroyables qui nous permettent d'avoir cet apprentissage-là. Ensuite, c'est de comprendre que les entreprises doivent travailler ensemble. J'ai eu affaire à des entreprises qui ne voulaient pas travailler les unes avec les autres parce qu'il y avait des petites guerres d'ego sur ce sujet-là, ce que j'ai trouvé profondément triste. Et je rappelle la responsabilité que nous avons tous, et surtout quand on est un acteur économique, l'importance qu'on a de travailler ensemble, tous ensemble, parce que c'est un enjeu qui nous dépasse. La troisième chose, c'est d'inclure les politiques publiques. Nous avons pu travailler, et c'est quelque chose d'assez inouï pour moi, qui suis pour le coup une simple citoyenne, de travailler avec des députés au Parlement, de les rencontrer, de collaborer avec eux main dans la main. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai réalisé, qui est accessible à tous les citoyens qui souhaitent s'engager. Nous, par exemple, au sein de notre ONG, on accueille des membres. Les membres sont les bienvenus pour travailler avec nous, pour mettre la main à la pâte, parce qu'en fait, c'est plus on sera nombreux, plus on pourra faire entendre cette voix citoyenne et réfléchir ensemble sur ce qu'il y a de mieux. Enfin, je pense que c'est cette empathie transgénérationnelle qu'il faut. On a légitimement, on est baigné dans une vision court-termiste. On est dans le maintenant et tout de suite et ici. Et ça, c'est très légitime du fait de notre crise qu'on est en train de passer, dans cette crise de la Covid. On a besoin de se dire, mais
qu'est-ce qui va se passer maintenant tout de suite pour moi? Or, il ne faut pas oublier que pour le progrès, on a besoin d'une vision long terme. Et cette vision long terme, c'est celle qui nous permet de penser aux prochaines générations. C'est celle qui va nous permettre de nous dire si oui ou non on est de bons ancêtres, et peut-être même les grands ancêtres. Et ça, je pense que c'est une question qui doit nous habiter à chaque fois qu'on prend des grandes décisions. Donc pour moi, c'est ça, c'est travailler ensemble, s'informer, être curieux, comprendre notre monde. On a la démocratie qu'on mérite, on a la planète qu'on mérite. Et donc il y a aussi à chaque niveau un énorme enjeu de responsabilité. Voilà. Monsieur Pourasanta, vous avez 2 minutes avec notre public. Comment peut-il s'engager pour un numérique plus vert? Je suis complètement d'accord sur déjà le principe de la formation. On est dans un monde qui évolue très très vite et heureusement qu'on peut continuer à se former pendant toute notre vie. C'est toujours intéressant de prendre des nouveaux enjeux, essayer de comprendre mieux comment ça fonctionne. Et la formation fait que il y a un vrai enjeu de responsabilité de toutes les personnes, parce que dans l'équation climatique, il y a bien sûr les entreprises, il y a les gouvernements et il y a les citoyens. Et en fait, on voit qu'on est dans un paradoxe qui est complexe à résoudre, parce qu'en fait, chacune de ces 3 audiences, on a l'impression qu'elle attend l'autre ou une autre pour que ça se passe. Et en fait, ça ne peut se passer que si les 3 évoluent en même temps, les entreprises, les gouvernements et les citoyens. Et donc, c'est pas l'un avant l'autre, c'est tous les 3 sur le même parcours. Donc, responsabilité personnelle, c'est très important. Après, je pense qu'il y a une responsabilité, là aussi, citoyenne, de communauté. C'est-à-dire que c'est pas parce que je m'améliore que c'est suffisant. Il faut aussi partager autour de soi, comprendre, débattre, faire le test d'impact carbone de chacun, et puis en discuter avec ses amis, sa famille. Ça, c'est la progression de la communauté. Et puis, il y a ce que moi j'appelle les écosystèmes. C'est-à-dire que les organisations entre elles, soient-elles publiques, privées, que ce soit des grands groupes, des multinationales, des entreprises, des ETI, des PME, des startups, comment est-ce qu'on crée des écosystèmes à valeur? Et là, permettez-moi de faire un appel, parce que moi, je pense que j'ai une chance inouïe d'être à la fois dans l'industrie du numérique en France. Pourquoi? Parce que la France, dans tous les pays du monde que je connais, a une chance quand même incroyable d'être très très forte au sein de son PIB sur un certain nombre d'industries qui sont absolument clés dans la résolution de cette équation du développement durable. L'énergie. Nous avons des entreprises en énergie qui sont spectaculaires. Schneider, Saint-Gobain, Engie, EDF, je ne les cite pas toutes. Énormément d'entreprises qui traitent de l'énergie. Les déchets. Nous avons vu dans l'actualité Veolia, Suez. Bon, il y a des chaînes de valeur incroyables à construire. L'eau. Nous sommes aussi premiers au monde dans l'industrie de l'eau. C'est très important. L'eau est une ressource fondamentale. C'est la ressource fondamentale de la planète. Il faut la préserver. Nous avons même un institut océanographique à Brest qui est un des meilleurs au monde dans la connaissance de la compréhension des océans et donc de l'eau. Donc tout ça, et pour finir, l'agriculture. L'agriculture, c'est une industrie très très forte en Europe et en France en particulier. Alors si on arrive à réfléchir en écosystème, si on arrive à amener de la valeur de transformation au sein de toutes ces industries, non seulement on peut participer à résoudre une équation en France, en Europe, mais en fait, à travers l'industrie française et l'industrie européenne, on peut construire ces chaînes de valeur à valeur ajoutée, responsables, et exporter dans le monde des produits, des services. C'est une façon de consommer, une façon de concevoir la société, voilà, qu'on aime et qu'on considère souhaitable. Donc, c'est un peu entre nos mains. C'est ça l'équation que nous pouvons résoudre ensemble. C'est sur cet appel à la responsabilité collective que prend fin cette 3e et discussion sans tabou. Ce qui m'arrange, parce que moi, il me reste 4% de batterie, donc c'est pas plus mal. Si cette émission vous a donné à réfléchir, n'hésitez pas à la partager à la place de vos mèmes de chatons. Ça prendra peut-être autant de données et ce sera peut-être plus utile. Vous pourrez la retrouver en replay sur le site Ambition de Microsoft, c'est-à-dire www.ambition.fr, dans la rubrique Nos engagements. Moi, je vous donne rendez-vous en mai pour un sans tabou consacré aux enjeux de la santé. Mais pour vous dire la vérité jusqu'au bout, eh ben, je ne sais pas qui sera notre invité pour le moment. Vous le découvrirez très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.